Khair, bon réveil à tous, Sahar Ramadankoum, car c'est la première fois que je vous retrouve en ce mois de carême. Et puis bon courage à ceux qui jeûnent ce matin. C'est vrai que le courage, on en a grand besoin pour affronter toutes les abstinences. Il ne s'agit pas seulement de l'abstinence relative à l'alimentation durant le mois de Ramadan, celles qui sont plus à même de nous réconcilier avec notre humanité, avec notre pureté. Ce sont toutes ces valeurs perdues qu'on essaye un petit peu de ressusciter. Et bien sûr, le jeûne Ramadan nous aide pour cela et booste toutes nos valeurs. Parler de biodiversité. Et pour planter le décor, nous allons tout de suite mettre le cap sur la région de l'Risha, c'est du côté de l'Arwat, une région qui est un haut lieu de culture et de culte, donc que beaucoup de personnes visitent durant de mois sacrés de Ramadan. Mais c'est une occasion pour nous de mettre en valeur aussi les beautés de cette région, l'Arwat en l'occurrence et le Richa en particulier. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. Richard renferme de nombreux biotopes d'une richesse floristique disparate dans un milieu saharien réputé hostile. L'Oued de Richa. Les riverains disposent de vergers à même les rives de l'Oued. Culture maraîchère et surtout arboriculture se côtoient sur les étroites bandes sédimentaires et limoneuses de l'Oued. Dalles, falaises de grès et oued à sec. Un paysan travaille sa terre. La wilaya de l'Arwat se distingue par deux types de reliefs. Au nord, les monts de Jbel Amor. Au sud, les plaines désertiques. Au nord, les altitudes varient entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Le sommet de Garn Arif, 1721 mètres, et on a aussi Sidi Aqba, dont l'altitude ne dépasse pas les 1700 mètres. En général, la wilaya de l'Arwat est pauvre en ressources hydriques. La région nord est exceptionnellement riche en eau grâce au synclinal d'Eflou, d'où le grand oued du Chérif prend sa source, près de Sebgeg. Auparavant, plus d'une centaine de sources existaient. Aujourd'hui, celles-ci sont taries à cause de la sécheresse et des forages illicites. Les sources de Richa et Oued Berriche sillonnent les dalles de grès. Le couvert végétal est fonction du climat. Deux climats y dominent, semi-aride au nord et aride au sud. Au nord, il y a les nappes alfatières et des forêts comme celle d'Eflou ou Waran où nous sommes à El-Ghada. Au sud, domine la végétation saharienne comme le rétam ou rtam, etc. Au cœur de Oued Berriche, une riche végétation peuple les rives. Lauriers de l'Atlas, genévriers, rétam, joncs et autres arbustes en constituent l'essentiel du couvert végétal. Évoluer à même l'Oued s'avère une tâche difficile
à cause de l'inondation du lit de ce cours d'eau. Sur les rives de Oued Briche vivent des genévriers et surtout des pins d'Alep très bienvenants. L'eau de Oued Briche est d'excellente qualité. Une riche végétation encercle l'Oued. Dans ce décor se greffent grès et végétation saharienne luxuriante. Les beaux pins d'Alep ou Pinus alpensis s'imposent majestueusement. Je le disais tout à l'heure, on va parler encore de vivre ensemble et puis aussi de la préservation de notre nature, cette nature si généreuse du côté de l'Algérie, un pays continental qui compte tous les reliefs possibles et imaginables qui puissent exister sur notre terre, à part bien sûr l'Antarctique, bien sûr, mais quand même on a des périodes où l'on voit l'apparition de la neige sur les sommets, on a même des neiges éternelles dans certaines régions. Bienvenue à Assia Azi qui va nous parler justement de la préservation de la biodiversité dans notre pays. Bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Rapidement, je vais résumer un petit peu votre fonction parce que vous avez plusieurs casquettes. D'abord, vous êtes chargée de direction de gestion du patrimoine forestier et alphatier à la Direction générale des forêts. Vous êtes également directrice nationale du projet APA Algérie, donc accès et partage des avantages. C'est là-dessus qu'on va axer notre conversation essentiellement ce matin. On va parler de biodiversité et de ce projet donc, dont vous allez nous donner les détails. Ouais. Tout d'abord, alors dites-moi, accès et partage des avantages. Quels avantages exactement? En fait, je pense qu'il faudrait d'abord expliquer un peu d'où vient APA. Très bien. Ça vient en fait de la Convention sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur en 93. Donc cette année, donc demain, on fêtera les 25 ans d'action sur la biodiversité. Et donc cette convention, en fait, elle a 3 grands objectifs qui sont en fait la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité, oui, et le partage des avantages. Oui. Donc, ce troisième axe-là, il a été consacré par un protocole qui est juridiquement contraignant, bien sûr, et donc qui oblige un peu les pays, qui en fait reconnaît la souveraineté des pays sur leurs ressources génétiques, et donc lorsqu'une multinationale ou quelqu'un qui veut faire de la recherche-développement ou de la recherche tout court sur une ressource génétique qui appartient à un pays donné, oui, il doit demander l'accès. Il doit demander l'accès, et l'accès doit être demandé en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut qu'il déclare clairement et en toute transparence quel est l'usage qu'il va faire de cette ressource génétique. Et c'est à partir de là que le pays détenteur de cette ressource va donner ou ne pas donner l'accès et va poser des conditions convenues d'un commun accord avec ce demandeur.
Mais c'est vrai que, en parlant justement de recherche génétique, il y a certaines firmes pharmaceutiques qui, ayant découvert certaines espèces endémiques dans une région donnée, se sont appropriés les droits d'utilisation ou, je ne sais pas ce qu'on appelle, je ne connais pas les termes, les brevets, voilà, les brevets d'exploitation avec exclusivité de certaines plantes endémiques qui sont propres à certaines régions. Et ça, c'est vraiment, ça devient après dangereux parce que là, on rentre dans une dynamique commerciale qui n'est pas en faveur de la région mère. Et ça, c'est dangereux, d'où la nécessité peut-être de protéger. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est, d'accord, on vous donne la ressource, mais en contrepartie, il doit y avoir un partage des avantages. Donc, des avantages monétaires ou non monétaires. Donc, ça peut être de l'argent, si ça découle sur un produit commercial où on a des bénéfices de milliards de dollars ou je ne sais combien. Il faut qu'il y ait un retour vers le pays détenteur de la ressource. Donc ça, c'est un contrat qui se fait au départ. Ou bien des avantages non monétaires. À ce moment-là, c'est un transfert de technologie et ça permet aussi aux pays de renforcer un peu les capacités de leur propre recherche dans leur propre pays. Tout à fait. Donc c'est vraiment de définir ces avantages. Mais en plus des ressources génétiques, qui ne comprennent pas uniquement les plantes, il y a les plantes, les animaux, les micro-organismes, les champignons, en fait, tout composante vivante. Tout a une valeur dans la nature. Voilà, tout à fait. A une valeur, tout est enchevêtré. Exactement. Et tout dépend de... C'est-à-dire chaque élément de la nature dépend de l'autre pour la survie des espèces. Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen parce qu'en fait, conserver la biodiversité, ça coûte aussi de l'argent pour les gouvernements. Et donc, parce qu'en fait, les populations qui vivent dans un écosystème ont aussi besoin de se développer, d'avoir des activités. Et puis, les activités comme le tourisme, ou la pêche, ou l'agriculture, ou la foresterie aussi proprement dite, peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Donc, il faut dans ce retour monétaire, il faut qu'il y ait une partie de cet argent qui est rétribuée pour ces zones-là, pour pouvoir les conserver et que ces populations qui vivent dans ces milieux aient une vie décente aussi. Tout à fait. Mais il n'y a pas uniquement les ressources génétiques qui sont partagées, il y a aussi les connaissances traditionnelles qui sont liées. Parce que l'idée de rechercher un nouveau produit part aussi de l'idée que les anciens ont utilisé une recette miracle pendant des années. Qu'il n'y a pas médecine traditionnelle. Voilà. Et donc, il y a aussi cette connaissance traditionnelle qui est utilisée. Donc, en fait, dans ce protocole de Nagoya, il y a tout ce qui est ressources génétiques, il y a les connaissances traditionnelles, il y a aussi les droits de propriété intellectuelle. Il y a le droit de propriété et de souveraineté sur les ressources génétiques, mais il y a aussi le droit de propriété intellectuelle qui sont liés à ces connaissances traditionnelles. Donc, l'Algérie ayant signé le protocole, mais nous ne l'avons pas encore ratifié. Il a été mis Il a été adopté en 2010, voilà, c'est ça. Et l'application il est entré en vigueur en 2014, lorsque 50 pays ont ratifié le protocole. Donc ce protocole-là, nous, on n'est pas encore partis, on n'est pas encore contraint d'appliquer. Mais ceci dit, nous sommes en train de travailler à travers le projet APA. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et et nous avons l'appui aussi du PNUD, qui gère avec nous ce projet, avec la Direction Générale des Forêts. Donc, qui gère on gère ensemble ce projet. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie et une stratégie nationale et un cadre juridique et institutionnel qui nous permettra de la mise en œuvre du protocole, ou du moins d'appliquer ces principes d'accès et partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles liées.
Et c'est vrai que ce partenariat avec le PNUD et la préservation de la biodiversité, c'est un travail, c'est tout un programme. Ce programme a ses ramifications en Algérie et bien sûr, il y a une structure qui est née de cette collaboration. C'est la structure qui gère les parcs nationaux et Dieu sait qu'on en a des parcs. Hein. Ils sont plutôt les parcs culturels. Les parcs culturels. Voilà. On parlait justement de connaissances traditionnelles qui est liée aussi à la nature et à un héritage, à un patrimoine, à tout ça. Le patrimoine est dans un patrimoine naturel également. D'ailleurs, en fait, comme ces deux projets du PNUD et qui sont cofinancés par le même bailleur de fonds, nous nous efforçons d'avoir des passerelles entre les deux projets. Et d'ailleurs, justement, la DGF, à travers le projet APA, a décidé de célébrer demain, le 22 mai, qui est la journée internationale pour la diversité biologique. Et donc, le projet parc culturel est invité à cette manifestation qui se tiendra donc, à l'INRF, à l'Institut national de recherche forestière à la forêt de Baïnem. Et donc, ils seront présents avec nous à travers une conférence et un stand pour expliquer un peu ce qu'ils font pour la biodiversité. Parce que c'est vrai que les parcs culturels, au départ, c'était plus culturel. Mais maintenant, il y a tout un travail qui se fait pour la biodiversité de ces parcs, dans ces parcs culturels. Et donc, il est important de travailler ensemble pour pouvoir mutualiser les efforts. Le parc de la Gare et le parc du Tassili travaille, par exemple, depuis des années sur la préservation d'une espèce qui est très rare. C'est le guépard. Oui. Le guépard qui est menacé de disparition et qui est vraiment, il y a tout un travail pour le photographier, recenser les spécimens qui sont toujours en survie et c'est excellent ça. Tout à fait. En fait, c'est un travail aussi qui se fait en collaboration avec la Direction générale des forêts. Donc nous avons une sous-direction de la faune sauvage, de la chasse et de la faune sauvage qui active énormément, donc notamment pour le guépard, pour les gazelles, et également pour le mouflon à manchette et pour le cerf de Barbarie. Donc toute cette faune, le singe magot aussi, donc on a tendance à l'oublier parce que c'est tellement commun de partir et de le voir, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, donc on le voit tellement sur nos routes il est sur les routes, a l'impression qu'il est commun. Il fait partie de la famille, voilà, le meuble, mais c'est pas si commun que ça, c'est quand même le seul macaque de l'Afrique du Nord. Et donc voilà, donc il y a énormément, nous avons une sous-direction de la chasse et de la faune sauvage qui active énormément, donc à travers les réserves de chasse et les centres synégétiques qui sont spécialisés chacun dans une espèce. Et il travaille aussi sur le guépard avec le projet parc culturel. Oui. J'ai eu une longue conversation cette semaine, Madame Azi, avec un ami qui se trouve du côté de Sidi Bel Abbès et qui m'annonçait justement une mort comme ça qui n'était pas attendue d'une espèce quand même qui n'est pas toujours attendue dans nos forêts, c'est le lynx. Est-ce que c'est un lynx ou je ne me rappelle, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il y a eu un spécimen qui a été tué comme ça, accidentellement. Oui, bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Parce que c'était pas dans le cadre d'un braconnage, hein, c'était vraiment accidentel, par méconnaissance. Oui, voilà. Donc, par des fois, par peur, les gens peuvent réagir. Ou bien, des fois, c'est des accidents aussi dans la route, parce qu'en fait, les routes constituent une fragmentation d'un écosystème. Et bon, on a l'impression que la nature est là figée, mais aussi il y a des habitants. C'est comme vous faites un projet, vous délocalisez les habitants. Et la faune sauvage, en fait, c'est son habitat, c'est sa maison. Donc quand on vient, nous, mettre une route ou mettre une infrastructure, c'est une intrusion dans leur habitat. Et c'est pas pour autant... Il faut réfléchir avant de le faire. Voilà, et c'est pas pour autant qu'eux vont changer d'habitude. S'ils ont l'habitude de nicher ou de chasser dans un territoire, ils vont continuer. C'est pour ça que maintenant... dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les corridors verts qu'on essaye de mettre pour pouvoir mettre en relation les habitats. Mais il faut dire c'est vrai que ça a été l'objet de beaucoup de... Voilà, il y a eu des controverses lorsqu'il y a eu la construction de la route, d'autoroute Est-Ouest à l'arrivée au niveau de l'Qala. Tonga, donc était un petit peu menacé.
Oui, malheureusement, le développement, parfois, il ne se fait pas toujours de manière durable. En tout cas, il y a eu un contournement comme ça. Voilà. Il y a eu Donc, une petite déviation, mais voilà, quand même, tout on à a fait, touché à tout une à partie fait, du tout à parc fait, à une naturel partie, qui était oui, là-bas, voilà, tampon du qui a parc. été quand même touché. Mais voilà, donc la conservation, bon, nous à la DGF, donc nous avons sous notre responsabilité technique 8 parcs nationaux qui sont plus ou moins des écosystèmes. Oui, avec toutes les zones voilà. classées Ramsar qui existent dans 50, notre pays, les zones humides, il y en a Ramsar. 56. Il y a aussi une stratégie de la gestion des zones humides qui a été menée par la DGF, mais que tous les secteurs ont travaillé avec nous. Donc c'était pas un travail. C'est vrai que c'est l'affaire de tous. Hein. Voilà, tous les secteurs sont concernés par la biodiversité. C'est pour ça justement qu'à la COP 13 de la Convention sur la diversité biologique, il y a eu toutes des discussions sur l'intégration de la dimension biodiversité dans les stratégies sectorielles, donc pour pouvoir prendre en compte dans les stratégies sectorielles cette biodiversité. Mais voilà, donc parfois aussi le développement humain a ses contraintes qui ne prennent pas toujours compte de ces aspects-là, malheureusement, mais c'est un impératif aussi de développement. Tout à fait, tout à fait. Vous-même, vous avez été formé en agronomie, donc vous êtes agronome à la base, donc quel bonheur de travailler dans un tel domaine. C'est vrai qu'on vous voit, vous êtes gradé, pardon, vous êtes gradé, on voit votre uniforme, vous le portez si bien, mais à la base, vous êtes vraiment une passionnée de la nature. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai fait l'INA al-Haraj, donc actuellement c'est le ENSA. Donc c'est vrai que j'avais fait un ingénieur en agronomie, mais spécialisé en foresterie et protection de la nature. Donc je suis vraiment dans mon domaine. Et vous vous êtes orienté dès le départ, vous avez pensé forêt. Oui, bien sûr. Vous aimiez ça depuis votre enfance ? Oui, tout à fait, parce qu'on a eu quand même la chance d'avoir des parents qui sortent énormément. Donc les week-ends, on passait toujours les week-ends en forêt ou en mer, ou en tout cas dans la nature. Et ça nous a appris aussi à aimer la nature. Donc forcément, je ne pouvais pas aller ailleurs. Oui, voilà, donc, c'est excellent. En tout cas, pour revenir à cette journée du 22 mai, donc, qui a été désignée par les Nations Unies, donc la JIB. Voilà. JIB, voilà. Donc, c'est aussi l'objectif principal, c'est d'encourager toutes les initiatives à l'effet d'une meilleure compréhension de la biodiversité. Tout à fait. Qui permettra par la suite une meilleure protection et puis une sensibilisation, voilà, accroître la sensibilisation au maximum. Parce que souvent les gens comprennent la biodiversité uniquement à travers les plantes ou les espèces qui sont dans les écosystèmes naturels. Mais il y a aussi la biodiversité agricole. Donc il y a aussi beaucoup de variétés et de certains légumes ou de certaines plantes comestibles. Par exemple, dans nos oasis aussi, dans les oasis, souvent on trouve des variétés de raisins ou de certains légumes qui sont en train de disparaître, qu'on est en train de perdre, alors que ce sont des ressources génétiques très importantes, notamment dans le contexte du changement climatique, parce que ce sont des variétés qui se sont bien acclimatées aux conditions désertiques et qui pourraient être un plus tard pour la résilience au changement climatique. Donc en fait, dans le protocole de Nagoya, on ne prend pas uniquement en considération tout ce qui est spontané, mais aussi tout ce qui est cultivé, parce que là aussi, il y a aussi des ressources génétiques importantes. Oui. Parce qu'en fait, quand on parle d'espèces, on est à un niveau espèce. Il y a une espèce qui peut se retrouver peut-être sur tout le nord africain, mais peut-être il y a aussi des zones qui sont plus spécifiques parce que c'est une forêt qui est méridionale, donc elle est sous des conditions ou des facteurs climatiques qui sont plus intenses. Et donc, ce sont des individus qui développent une adaptation, qui développent une résilience plus importante que la même espèce qui est un peu plus au nord. Et donc ça, c'est pour ça qu'on parle de ressources génétiques et non pas d'espèces. Oui, de ressources génétiques et aussi de recours à une culture bio. Donc c'est ça, ça veut dire que ça favorise, ce sont des terrains
Je parle du Sud, notamment le Sud permet et favorise justement l'évolution d'une culture bio. Et c'est ce qui est de mise actuellement. On essaye de revenir au maximum à cette culture bio. La culture bio, je pense qu'on peut en faire partout, même les zones de montagne au nord, il y a de la culture bio. Et actuellement, à travers le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, on part sur la certification et la labellisation de certains produits du terroir. Et là, ça rejoint tout à fait justement cette idée de spécificité régionale par rapport à certaines... Tel ou tel produit. Tel produit. Très bien. Voilà. D'ailleurs, demain, avec nous, nous aurons quelques exposants qui exposeront quelques produits du terroir qui sont soit labellisés, soit en cours de labellisation. Donc, j'invite tout le monde à venir jeter un œil. Et si vous les invitez, il faut leur rappeler et l'adresse, l'horaire. Donc, c'est à l'Institut national de recherche forestière à Baïnem. Oui. Et à partir de 10h, on sera là. Tout le monde est le bienvenu à partir de 10h. Merci beaucoup pour cette invitation, Assia Aziz. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes directrice nationale du projet APA Algérie, donc accès et partage des avantages, mais également vous êtes chargée de direction de gestion du patrimoine forestier et alphatier au niveau de la direction générale des forêts. Ce fut un plaisir. Passez une excellente journée. Puis, également. Voilà, bon courage pour le jeûne et Sahar Mdanek. Encore une fois. À bientôt. Merci. Restez avec nous.